Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une qui vous présente les nouvelles concernant l'Égypte. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé dimanche que la voie vers la réalisation du développement durable en Afrique commence par l'ancrage de la stabilité et l'optimisme de l'infrastructure globale et l'optimisation de l'infrastructure globale, ce qui contribue efficacement à l'interconnexion entre les différents pays africains. Le président a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, actuellement en visite au Caire. Lors de la réunion, le chef d'État a assuré que l'Égypte n'épargnait aucun effort pour soutenir ses frères africains dans tous les domaines pour réaliser le développement durable. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait examiné avec son interlocuteur plusieurs dossiers africains qui feront l'objet de discussions lors du prochain sommet de l'Union africaine prévu les 6 et 7 février. Enchaînons avec la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zeid, qui a affirmé que le pont aérien mis en place entre l'Égypte et le Liban depuis les explosions de Beyrouth en août dernier serait maintenu pour permettre de sortir le secteur de santé du pays et de subvenir à ses besoins conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Un commentaire de Dalia Karam. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zeid, a affirmé que sa visite au Liban était un message de solidarité du président Abdel Fattah el-Sisi et du peuple égyptien ainsi que du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, au peuple libanais. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue libanais, Ahmad Hassan, à l'aéroport international de Rafik Hariri, à l'issue de la remise de 3 cargaisons d'équipements et d'appareils médicaux et de lait pour enfants, Madame Zeid a indiqué que le pont aérien mis en place depuis les explosions de Beyrouth en août dernier serait maintenu pour permettre de soutenir le secteur de santé du Liban et de subvenir à ses besoins conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Madame Zeid a expliqué que ces cargaisons étaient constituées de 16 tonnes de lait pour enfants, de 15 tonnes d'équipements de protection, masques, gants, visières et autres, ainsi que de médicaments faisant partie des protocoles thérapeutiques pour le traitement du coronavirus, en sus d'une cargaison de 7,5 tonnes d'équipements médicaux offerts par la Ligue arabe, rapporte le porte-parole du ministère. Madame Zeid a fait état d'une concertation permanente entre son ministère et les forces armées égyptiennes pour l'envoi de cargaisons d'aide à bord d'avions militaires. M. Hassan a pour sa part remercié au nom de la société libanaise le président El-Sisi, le premier ministre Mustafa Madbouli ainsi que le peuple égyptien pour leur soutien permanent depuis les explosions du port de Beyrouth, précisant que la visite de la ministre égyptienne était une attitude humaine et fraternelle dans le sens du mot et reflétait son sens de responsabilité envers les pays arabes. M. Hassan a dit que le Liban vivait des moments difficiles et des conditions exceptionnelles, mais pourrait les surmonter grâce à la solidarité des pays arabes. L'Égypte a annoncé samedi qu'elle posera la candidature du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, à ce poste pour un second mandat de 5 ans. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé des messages aux dirigeants arabes à cet égard, affirmant que l'Égypte aspire au soutien des dirigeants arabes à cette candidature, selon l'agence de presse MENA. La candidature de M. Ahmed Aboulreit pour un second mandat intervient dans le cadre du grand intérêt accordé par l'Égypte sous la direction du président El-Sisi à l'action de la Ligue arabe qui incarne les ambitions des Arabes, comme l'a déclaré le porte-parole de la présidence.
Les marines égyptiennes et grecques ont mené des exercices militaires conjoints en mer Méditerranée, ont annoncé lundi les forces armées égyptiennes dans un communiqué. Les exercices portaient sur les activités de navigation, en formation, de transport et d'entraînement visant à renforcer les mesures de sécurité maritime en Méditerranée. Les marines égyptiennes et grecques ont mené un exercice naval conjoint en mer Méditerranée et ce avec la participation de la frégate égyptienne Taba et du navire de guerre grec HS Hydra F452, apprend de l'agence de presse du Moyen-Orient MENA. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan du commandement général des forces armées d'approfondir l'échange des expériences avec les forces armées des pays frères et amis ainsi que de mettre en œuvre divers exercices à caractère professionnel. Il s'agit aussi de renforcer la coopération entre les forces égyptiennes et celles grecques en faveur des deux parties et de consolider la sécurité et la stabilité maritime dans la région. Par ailleurs, les forces aériennes égyptiennes et françaises ont effectué des exercices militaires sur l'une des bases aériennes égyptiennes avec la participation de plusieurs avions de combat polyvalents de différents modèles dans le cadre du plan d'exercice conjoint des forces armées avec les pays amis sous réserve de toutes les mesures de précaution contre le coronavirus. La formation vise à affiner les compétences des forces participantes des deux côtés pour atteindre les plus hauts niveaux d'efficacité et de préparation à la mise en œuvre de tâches conjointes et à la gestion des opérations en utilisant les dernières armes aériennes avec une grande efficacité dans diverses circonstances, a déclaré le porte-parole de l'armée égyptienne. L'Égypte, puissance militaire majeure du monde arabe, organise chaque année plusieurs exercices militaires avec des alliés arabes, africains et occidentaux pour renforcer la coopération militaire et partager l'expertise militaire. Dans un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires étrangères sur sa page officielle Facebook, l'Égypte a dénoncé les agressions continues des milices Houthis contre les territoires de l'Arabie saoudite. Dimanche, les milices ont cherché à cibler l'un des gouvernorats saoudiens, en plus de cibler le royaume arabe par un drone. Les forces de la coalition arabe ont pu faire face à leur plan. L'Égypte affiche son plein soutien à l'Arabie saoudite et s'aligne aux pays frères arabes dans ses tentatives de défense de son territoire, de sa stabilité, de son indépendance face à toutes les tentatives d'agression terroriste. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Malchat, a affirmé lors de sa participation à une séance du Forum économique mondial de Davos que les principes contenus dans le document sur le système économique et social lancé par le groupe de travail régional sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Forum économique mondial l'année dernière sont concrétisés dans les réformes menées par le gouvernement égyptien avant et pendant la pandémie du coronavirus. Madame El-Malchat a souligné la nécessité d'accélérer le rythme pour atteindre les objectifs de l'ONU à seulement 9 ans de 2030. Et d'ajouter que les réformes entreprises par le gouvernement égyptien avant et pendant la pandémie ont permis de réaliser une croissance positive en 2020, sans compter des prévisions d'une croissance d'environ 5% cette année des institutions financières internationales. Le gouvernement égyptien a réalisé un bond en adoptant des politiques et des réformes concernant l'égalité des sexes, a affirmé la ministre El-Malchat lors d'une séance sur l'égalité des chances entre les deux sexes. Madame El-Malchat a souligné l'importance du rôle de la femme dans le développement économique, notamment le ministère de la Coopération internationale et le Conseil national de la femme ont lancé en coopération avec le Forum économique mondial une initiative pour combler le fossé entre les deux sexes, la première du genre en Afrique et au Moyen-Orient. De nouveaux projets d'investissement d'une valeur de 1,77 milliard de dollars ont été mis en place dans la zone industrielle El Ain Sokhna. C'est ce qu'a annoncé vendredi la zone économique du canal de Suez. Un commentaire de Dalia Karam.
Les développeurs industriels dans la zone de l'Ain Sorna ont conclu en 2020 des contrats sur 24 projets qui devraient entrer en service durant les 3 prochaines années, indique la zone économique du canal de Suez dans un rapport publié vendredi sur le bilan de l'année 2020. Selon le rapport, des pourparlers sont en cours avec un groupe de compagnies nationales et étrangères spécialisées dans la mise en place de projets ciblant, entre autres, les industries pétrochimiques complémentaires du fer et des fibres optiques. La zone économique du canal de Suez a précisé qu'elle avait élaboré sa propre vision sur le prochain quinquennat 2020-2025 et il a défini les secteurs et industries ciblés en vue de la mettre en œuvre conformément aux politiques de l'État. Le développement de la zone d'Ain Sorna s'appuie sur le projet préexistant de zone industrielle chinoise de Teda, établi en 2012 et inscrit depuis dans la stratégie des nouvelles routes de la soie. En 2017, près de 70 sociétés y étaient installées. On y trouve des acteurs de l'industrie de machinerie comme le groupe Jiangsu, Shepherd, des producteurs d'appareils électriques comme West Power Company, une usine de fibres de verre ou encore des entreprises du secteur pétrolier. Les produits manufacturés dans la zone économique spéciale de Teda sont majoritairement destinés à l'exportation. L'autre projet phare de la zone d'Ain Sorna est celui du complexe pétrochimique Tahrir Petrochemicals Complex. Premier projet pétrochimique privé d'Égypte pour lequel un accord préliminaire a été signé en juin 2018 entre les sociétés Holding de charbon d'Égypte et Bechtel des États-Unis. Ce projet doit représenter à terme un quart des exportations égyptiennes de produits pétrochimiques pour une production annuelle de 4 millions de tonnes. D'autres investisseurs locaux seraient également en discussion avec la zone économique du canal de Suez pour le développement de la métallurgie et la production de matériel électrique. Les autorités égyptiennes ont confirmé leur intention de conclure un partenariat à long terme avec le groupe français CMA-CGM pour l'exploitation et la gestion du futur terminal polyvalent du port d'Alexandrie. Un commentaire. Ont confirmé leur intention de conclure un partenariat à long terme avec CMA-CGM pour l'exploitation et la gestion du Pierre 55, le futur terminal polyvalent du port d'Alexandrie, a annoncé l'entreprise française de transport maritime et de logistique. Selon un communiqué du groupe publié le jeudi 28 janvier, ce partenariat comprendra également le développement de solutions logistiques, la digitalisation, la formation des jeunes générations dans les domaines maritimes et logistiques ainsi que d'autres investissements. Le chantier démarré en janvier 2020 et dont le coût total s'élève à 5 milliards de livres égyptiennes, soit 318 millions de dollars, est actuellement exécuté par un consortium de 3 entreprises. Sa mise en service est prévue d'ici 2022, une fois achevé le terminal Pierre 55 qui couvre une superficie de 560 000 m² avec des quais de plus de 2 km de long aura une capacité d'environ 1,5 million de VP, ce qui facilitera le déploiement des navires plus grands. Bien implanté en Méditerranée, le groupe CMA-CGM emploie actuellement près de 300 personnes en Égypte et fait escale dans 6 ports, reliant le pays au reste du monde. Chaque année, les navires du groupe traversent le canal de Suez plus de 700 fois. En Égypte, le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée disposera bientôt d'une usine de recyclage des déchets de palmiers. Le projet dévoilé le 19 janvier 2021 par le gouvernement égyptien boostera la fabrication des panneaux de fibres à densité moyenne MDF qui servent à la fabrication de plusieurs projets, notamment des meubles et des façades pour maisons. Voyons ensemble. En Égypte, le gouvernement souhaite répondre aux besoins du marché local de panneaux de fibres à densité moyenne MDF. Il s'agit de panneaux fabriqués à partir de fibres de bois traitées à sec uniformes sur toute la surface et lisses sur ses 2 faces. Ce produit est utilisé pour la fabrication des meubles et façades pour maison, des lattes décoratives ou encore des plinthes, des portes et chambranles, ainsi que pour le revêtement de sols stratifiés. Ce matériau peut également servir d'écran, de sous-toiture, de contreventement ou encore de complément d'isolation.
Pour satisfaire la demande, les autorités égyptiennes prévoient de doter le pays d'une usine qui transformera les déchets de palmiers en fibres à densité moyenne MDF. Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, l'AOI, Abdelmenem El-Tarras, la ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Foued, et le gouverneur de la Nouvelle-Vallée, Mohamed Zamnout, ont récemment tenu une réunion de travail pour poser les bases du projet. La future usine sera construite à El Kharga, une oasis située dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Elle disposera d'installations pour le tri et le recyclage des résidus de palmiers. Ces déchets sont généralement éliminés par incinération ou mise en décharge, ce qui a des effets négatifs sur l'environnement. L'usine aura une capacité annuelle de 60 000 m3, réduisant ainsi les importations des MDF de l'étranger. Le marché local a besoin de 400 000 m3 de MDF, indique le président de l'AOI. La valorisation de résidus de palmiers permettra également de lutter contre la pollution en Égypte, un pays où 95 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, selon l'Agence égyptienne des affaires environnementales. La mission dominicaine égyptienne à l'université de Saint-Dominique, dirigée par Dr Kathleen Martinez, travaille au temple Tabosiris Magna à l'ouest d'Alexandrie, a découvert 16 tombes parmi les tombes taillées dans les roches. Les colonnes funéraires qui étaient courantes aux époques grecques et romaines. Voyons ensemble. La mission archéologique égypto-dominicaine de l'université de Saint-Domingue a mis à jour 16 catacombes dans la grande nécropole précédemment découverte sur le site archéologique de Tabosiris Magna à l'ouest d'Alexandrie. Les archéologues ont dévoilé lors des travaux de fouilles un nombre de momies en mauvais état de conservation, dont les plus importantes sont celles de 2 momies recouvertes de couches de cartonnage avec de l'or. Kathleen Martinez, chef de la mission archéologique, a déclaré que la chose la plus intéressante de cette découverte est que toutes les têtes des momies sont orientées vers l'ouest, c'est-à-dire vers le temple. La mission a également découvert un magnifique masque funéraire de femme avec la tête, le visage, le cou et la poitrine, ainsi que 8 pièces d'or. En outre, 8 portraits en marbre très bien sculptés de la période grecque-romaine, représentant les traits de visage de plusieurs personnes, ont également été mis à jour. Le Caire a annoncé avoir récupéré mercredi dernier, 27 janvier, après des années de négociations, environ 5000 pièces antiques des États-Unis où elles avaient été envoyées de manière frauduleuse. Voyons ensemble. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé mercredi 27 janvier dans un communiqué l'arrivée à l'aéroport du Caire d'une grande quantité de pièces antiques égyptiennes qui étaient en possession du musée de la Bible à Washington. Selon le responsable en charge du dossier des pièces restituées, cité dans le communiqué, il s'agit de près de 5000 antiquités, principalement des manuscrits, mais aussi des masques funéraires, des parties de cercueils et des têtes de statues en pierre. Ces pièces qui ont été sorties frauduleusement d'Égypte seront entreposées au musée copte du Caire. Il n'était pas clair dans les médias comment et par qui ces pièces ont été sorties illégalement d'Égypte et comment elles sont arrivées au musée de la Bible à Washington. Mais les autorités égyptiennes négocient depuis des années avec ce musée pour les récupérer. Durant la révolte populaire de 2011, de très nombreuses pièces du patrimoine égyptien ont été endommagées, détruites ou volées, puis sorties illégalement du pays. Des milliers d'œuvres ont par la suite refait surface sur le marché international, sur des sites internet ou lors de ventes aux enchères. La plage de Cléopâtre est sans conteste la plus belle de Marsa Matrouh, si ce n'est de tout le pays ou plutôt de tout le monde. On y trouve le bain de Cléopâtre, un bassin naturel dans lequel, au dire de certains, la reine de Haye, Marc-Antoine, aimait se prélasser. Voyons ensemble. Marsa Matrouh est sans contexte la plus belle ville méditerranéenne de toute l'Égypte, connue pour la diversité de ses plages.
La ville, au lieu de villégiature et d'évasion pour les Européens comme pour les Kairotes, est desservie par l'aéroport de Marsa Matrouh. Elle s'étend sur des plages de sable blanc et des eaux calmes et cristallines. Le brise-lames naturel que forment les rochers protège quant à lui la baie des hautes vagues. Le centre historique de Marsa Matrouh regorge de tant d'attractions touristiques qu'il faudrait des semaines pour tout visiter. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un site en particulier. La reine Cléopâtre possédait un palais dont la vue surplombait les bassins, aujourd'hui connus comme la plage de Cléopâtre. Le ciel est d'un bleu profond et le sable d'un blanc immaculé. La mer est idéale, il n'y a pas âme qui vivent sur la plage. La plage de Cléopâtre, qui d'après la légende serait le lieu où Cléopâtre et Marc-Antoine se baignent, se trouve à environ 14 km au nord-ouest de Marsa Matrouh, longeant la bande de terre étroite que forme la baie. La mer revêt ses plus belles couleurs et les formations rocheuses invitent à la contemplation. Direction le pont de Cléopâtre, un bassin naturel dans lequel, au dire de certains, la reine et Marc-Antoine aimaient à se prélasser. Toutefois, il est difficile d'y nager en raison des vagues et autres rochers. Les vagues qui s'écrasent sur la plage de Cléopâtre pouvant être assez violentes. C'est l'endroit idéal pour les sports nautiques. La plage de Cléopâtre est sans conteste la plus belle de Marsa Matrouh, si ce n'est de tout le pays. Il y a ceux que le serpent fascine et ceux qui en ont peur. Au Caire, le gérant d'un spa propose une formule surprenante de massage réalisée avec des reptiles vivants. Cette technique surprenante serait idéale pour détendre les muscles et se vider la tête. Voyons ensemble ce commentaire signé Dalia Karam. Je vous laisse avec ce commentaire et c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme L'Égypte à la une. La transmission en langue française reprend à 18h locale. Restez avec nous sur Nile TV et voyons ensemble ces reptiles. Tués à l'aide de serpents. L'adrénaline provoquée par l'angoisse aurait des vertus relaxantes et permettrait de détendre la peau et les muscles. L'objectif est de stimuler la circulation sanguine, de relâcher les muscles et le mental, explique le gérant du spa. Les masseurs enduisent tout d'abord le corps de leurs clients d'huile avant d'y déposer un serpent et de faire glisser le reptile sur la peau de la personne allongée. Plusieurs espèces de reptiles de différentes tailles sont mises à contribution pendant la séance. Seuls des serpents non venimeux sont utilisés dans le cadre de cette technique destinée à détendre les muscles et diminuer les douleurs articulaires. Au cours du massage, des reptiles sont aussi déposés sur les visages des clients. Une séance de 30 minutes est facturée une centaine de livres égyptiennes, soit un peu plus de 5 €. Le propriétaire de l'établissement explique que les clients étaient initialement peu enclins à tester cette méthode. Il a même proposé gratuitement des massages avec des serpents pour démontrer les bienfaits de la méthode aux plus sceptiques et aux plus effrayés. Le responsable raconte que de nombreux visiteurs ont ensuite changé d'avis sur cette technique si particulière. Celle-ci améliore la circulation sanguine et la stimulation mentale et favorise la sécrétion d'endorphines, assure-t-il. Elle aide les gens à reprendre confiance en soi et à fortifier leur système immunitaire, promet également le propriétaire. Un client évoque une sensation d'apaisement et de nouvelle jeunesse après que les serpents ont rompé sur lui. Il témoigne qu'au début il était nerveux, mais la peur, l'anxiété et les tensions ont disparu.